Le Comptoir, le podcast des GBU. Bonjour. Bonsoir, bienvenue au comptoir. Nous vous proposons aujourd'hui un format de podcast un peu particulier puisqu'il va être ponctué d'anecdotes de voyage. Alors on s'excuse d'avance pour tous les étudiants qui sont en job d'été, en stage ou en train de faire des frites à McDo, mais on vous aime quand même, alors ne partez pas tout de suite, restez avec nous. Mais oui, et on pense fort à vous parce que derrière ce thème du voyage, contrairement à différents thèmes qu'on a pu aborder, je pense que c'est celui qui peut être compris de la façon la plus différente par chacun de nos auditeurs. T'as un super grand spectre en fait qui regroupe plein d'expériences différentes qui passent par le fait de partir en croisière à Malibu ou bien tout simplement d'aller regarder Disney Channel avec tes cousins à Sarcelles. Ça sent le vécu. Alors laissez-vous embarquer et c'est parti. Comme anecdote de voyage, je pense à mes sœurs qui devaient venir à notre mariage aux États-Unis. Et Joanne Mayhew est la première éliminée dans l'affaire puisqu'elle a perdu son passeport dans les transports publics à Paris. Donc déjà, c'est mal parti. Elle n'a pas pu décoller de Paris. Ensuite, les deux qui restaient en compétition, c'était ma sœur Christine et Linda, qui arrive à Londres. Et c'est là que ça s'est gâté pour Linda. Parce qu'elle a rempli un formulaire en disant que son passeport lui avait été délivré en France alors qu'il fallait qu'elle mette Grande-Bretagne. Son document n'était pas passé. Et donc elle s'est effondrée dans l'aéroport. Triste à mourir de savoir qu'elle était la deuxième éliminée dans l'affaire. Mais heureusement, 2 jours plus tôt, j'étais passé avec mon témoin de mariage, Simon Yeomans, que je salue à l'occasion. Et lui, il fait une blague sur son nom à un membre du personnel dans l'aéroport à Londres aussi. Et elle dit son nom, parce qu'on s'est renseigné sur... nous, on avait eu un problème avec il y avait une tempête, etc. Notre vol a été décalé. Et donc, on s'est renseigné pour mes sœurs qui allaient passer 2 jours plus tard au même aéroport. Et donc... il a fait une plaisanterie sur le nom, parce que le nom de famille de Linda, je le signale au passage, c'est pas anonyme, Rat, R-A-T, et lui il a dit, c'est Rat, mais pas Dirty Rat. Et donc, ça s'est fixé dans la tête de la personne, et donc 2 jours plus tard, quand Linda était complètement effondrée, elle a essayé de trouver des solutions, elle ne pouvait plus. La dernière personne à qui elle allait s'adresser, c'est cette femme. Et elle a dit, j'arrive pas à passer pour aller dans l'avion. Est-ce que vous pouvez m'aider? Comment vous vous appelez? Rat. Mais j'ai vu votre frère il y a 2 jours. Et donc, cette femme, elle était déterminée à l'amener dans l'avion. Et donc, elle lui a fait passer tous les postes de vérification, de contrôle. Et puis... dans l'avion, il y a des personnes qui la voyaient arriver parce que Linda, elle avait tellement pleuré, Christine avait tellement pleuré qu'elles étaient connaissables, les autres les ont reconnues comme étant des sœurs. Et dans l'avion, il y a quelqu'un qui a dit à ma sœur Christine, je crois qu'il y a votre sœur qui va quand même rentrer dans l'avion. Et là, on en a perdu 1 sur 3, mais les 2 autres, on a pu les récupérer. Chers étudiants, chers voyageurs, utilisateurs confirmés de Ryanair ou Flixbus, aujourd'hui on parle de voyage. Alors pour apporter ma pierre à l'édifice, j'écris cette chronique. Pour vous mettre bien dans l'ambiance, j'aimerais vous parler de bout du monde, de palmiers, de gens qui jouent du ukulélé sur la plage. À vous qui n'avez pas beaucoup bougé de votre canapé cette année, j'aimerais vous faire rêver. Mais bon, j'écris souvent sur ce qui m'entoure et en ce moment je suis toujours à Paris. Et ce qui m'entoure, c'est des pigeons. Alors allons-y et essayons de faire quelque chose de poétique. Sérieux, des pigeons. 2 pigeons s'aimaient d'amour tendre. Je vous promets, c'est pas moi qui suis en train d'écrire une fanfiction un peu moisie par panne d'inspiration. Non, c'est Jean de La Fontaine qui a dédié une fable à ces animaux. Donc le pitch, c'est qu'il y a 2 pigeons. L'un d'eux, s'ennuyant au logis, fut assez fou pour entreprendre un voyage en lointain pays. L'autre est vénère, il lui dit « Mais qu'allez-vous faire? Frère, tu vas me quitter ?» Bref, comme dans toute bonne comédie romantique, il y en a un qui veut partir et l'autre qui le tanne pour qu'il reste. Et on pourra retrouver des phrases clichés genre « Je dois découvrir la vie et affronter ma destinée. Rester, c'est exister, mais voyager, c'est vivre. Non, ne me quitte pas, Johnny, il y a des tempêtes et des naufrages. »
Ce discours ébranla le cœur de notre imprudent voyageur. Mais finalement, il décide quand même de partir. Il promet cependant que 3 jours de voyage suffiront à son âme pour être satisfaite et qu'il reviendra pour conter ses aventures à son ami pigeon. Il dit alors une phrase assez importante. « Quiconque ne voit guère n'a guère à dire aussi ». En quête d'aventure, voyager, est-ce que ce n'est pas finalement avoir peur des conversations silencieuses? D'arriver un jour et de se rendre compte que notre vie n'est pas très intéressante et qu'on n'a plus rien à dire, plus aucune anecdote. Le pigeon voyageur part donc, mais il se met à pleuvoir, fort, alors il s'abrite sous un arbre, mais en fait c'était un orage, donc c'est beaucoup plus violent, c'est fini, il se met à sécher et pour cela vole dans les champs de blé. Mais il tombe dans un piège, il s'enroule dans des fils, mais il arrive à s'en défaire, sauf qu'il s'est fait repérer par des vautours qui se mettent à l'embêter. Heureusement, les vautours se mettent plutôt à se battre avec les aigles, il croit alors ses malheurs finis, mais pour dernière galère, il tombe sur un enfant qui d'un coup de lance-pierre l'achève à moitié. Boiteux et à moitié mort, il rentre chez lui, maudissant sa curiosité. Quelle est la morale de cette fable ? Ne voyagez donc point, cela ne vous apportera rien, sinon malheur et désespoir. Je vous laisse vous en apercevoir. Pas tout à fait. En fait, Jean de La Fontaine nous dit à la fin de sa fable « J'ai quelquefois aimé, je n'aurais pas alors. Contre le Louvre et ses trésors, contre le firmament et sa voûte céleste, changer les bois, changer les lieux, honoré par les pas, éclairé par les yeux, de l'aimable et jeune bergère. » La morale, c'est donc « Contentez-vous de ce que vous avez à côté de vous, d'autant plus si c'est l'amour. » La Fontaine n'avait pas besoin de voyager puisqu'il avait à ses côtés la jeune bergère. Mais en fait, il utilise quand même la métaphore du pigeon. Or, si on regarde de plus près, le pigeon s'ennuyait fort chez lui au début. Finalement, il avait besoin de sortir de ses certitudes, de l'ordre de son quotidien pour se rendre compte que l'essentiel, il l'avait chez lui. Simplement fuir l'ennui comme le pigeon de La Fontaine, découvrir ce qui nous est essentiel, ou accomplir quelque chose pour marquer la grande histoire, ou notre petite histoire, comme Phileas Fogg parti faire le tour du monde en 80 jours, ou encore Armstrong, Collins et Aldrin partis pour marcher sur la Lune. Espérer qu'il nous transforme. Tant de choses auxquelles on espère que le voyage va répondre. On en attend beaucoup du voyage en fait. Mais pourquoi est-ce qu'on veut que ça nous transforme? Pourquoi est-ce qu'on veut que ça nous impacte? Qu'est-ce qui nous manque? On n'est pas bien là, à scroller sur Twitter, à faire des blagues sur Xavier Dupont de Ligonnès et se rendre compte qu'il a vu 100 fois plus de pays que nous. Le voyage du pigeon était plutôt raté, mais il lui a appris des trucs. Il y a un autre voyage qui a été marquant pour des gens. Dans la Bible, il y a 2 gars qui étaient en train de marcher vers le fameux village d'Emmaüs. Apparemment, il y avait plein de vêtements pas chers là-bas. Et sans qu'ils s'y attendent, comme la plupart du temps lors des voyages, ils ont aussi été transformés. Ils ont rencontré un homme qui s'appelait Jésus et qui les a accompagnés dans leur périple de 12 kilomètres. C'est une rencontre qui les a touchés et quand ils sont arrivés à leur destination, ils étaient complètement changés. Ils avaient trouvé l'essentiel. Ils avaient trouvé un sens à leur vie. Alors qu'on parte faire le tour du monde, qu'on reste ici à regarder les pigeons ou qu'on marche 12 kilomètres, on peut tout de même se poser la question. Qu'est-ce qu'on cherche dans les voyages? Et si on cherche à être transformé, pourquoi? Qui peut vraiment nous transformer? Mais c'est quoi l'essentiel pour nous? Merci beaucoup Laurie pour ta chronique et pour cette dernière question. C'est vrai que c'est une question existentielle ou une thématique qu'on retrouve assez souvent, la transformation par le voyage, et notamment au cinéma, où on suit un personnage qui suit des péripéties et qui trouve ou qui donne un sens à sa vie par le voyage. Mais c'est pas toujours le cas. Ouais, c'est vrai. Par exemple, dans Forrest Gump, le personnage principal se met à un moment donné à courir, et il le fait pendant 3 ans, 2 mois et 14 jours, non-stop, ne s'arrêtant que pour manger et boire. Et en fait, il n'a aucune raison de faire ça, sinon on le fait qu'il en a envie. Par contre, les gens autour de lui trouvent du sens dans sa course. Ils se demandent s'il court pour la paix dans le monde, pour les droits des femmes, ou encore pour les sans-abri. Et cette course à travers les États-Unis donne de l'espoir aux gens qui se mettent à le suivre et du coup à placer leur espoir en lui. Mais après ces 3 années, 2 mois et 14 jours, Forrest Gump s'arrête, presque brutalement. Ils se sont fatigués et il décide de rentrer chez lui. Une fois rentré chez lui, où les gens ont-ils placé leur espoir? Et je crois aussi que dans la Bible, tu as l'apôtre Paul qui utilise la métaphore de la course pour aussi parler du sens de la vie. Ouais, et il nous invite à suivre quelqu'un comme dans Forrest Gump, mais cette personne c'est Jésus, en qui moi je trouve personnellement le sens de ma vie, parce qu'il a vraiment marché sur la terre avant moi, mais lui ne s'est pas arrêté subitement. Il est allé jusqu'au bout, il est mort pour moi, il est ressuscité pour rétablir la relation avec Dieu. Il est monté au ciel et il revient bientôt. Alors quand notre course sera achevée, comme dans Forrest Gump, nous rentrerons à la maison, et cette maison sera auprès de Dieu. Je te propose de continuer la réflexion sur le voyage avec Amy qui nous a composé un morceau inédit pour le comptoir. Elle fait partie des GBU parisiens, celui de Créteil pour être précis, et elle a sa propre chaîne YouTube, Little Amy, où elle partage des reprises de chansons et aussi ses propres compositions. Elle fait partie d'une école de comédie musicale où pendant 2 ans, elle a appris des techniques vocales, des techniques de respiration et des techniques d'expression, mais également la technique d'imitation du beurre qu'ils font dans une poêle.
Je lui demanderai à l'occasion, il paraît que c'est visuellement hyper satisfaisant. Je confirme. Je veux vous parler de ce sentiment intense et beau, de cette liberté, de cette joie immense, ce parfait cadeau, qui chahute ton cœur et transcende ton âme, qui de ce fin labeur témoigne. Le voyage, une balade vers l'ailleurs. Devant moi la mer se dessine, cette étendue si majestueuse, le vent dans les cheveux et la mine heureuse quand la ville s'illumine. Je rêve de nouveaux horizons, de paysages merveilleux, parcourir le monde, cette si belle création, voyager le cœur heureux. Prendre ce train, direction l'inconnu, partir loin du quotidien, sans penser à rien, partir à l'imprévu, être libre, une valise à la main, et découvrir ce monde qui t'attend, qui t'appelle, prêt à vivre une aventure nouvelle. Je veux de mes yeux ébahis contempler le monde et ses merveilles. En moi je veux crier merci à l'auteur de cet art qui s'éveille. Le soleil qui se lève au loin entre deux monts, qui se couche derrière l'océan, les pieds usés d'avoir marché avec passion, d'avoir goûté au sable blanc, le cœur heureux d'une journée bien remplie de découvertes et de belles rencontres. Peux-tu encore croire que ce paradis s'est formé sans que personne n'ait créé son histoire, juste par hasard, juste par hasard. Viens découvrir ce monde qui t'attend, qui t'appelle, prêt à vivre une aventure nouvelle. Je veux de mes yeux ébahis contempler le monde et ses merveilles. En moi je veux crier merci à l'auteur de cet art qui s'éveille. En rentrant de ce voyage fascinant, ébloui des étoiles plein les yeux, je me rappelle combien mon Dieu est grand, en me remémorant tous ces lieux. Devant moi la mer se dessine, cette étendue si majestueuse, le vent dans les cheveux et la mine heureuse quand mes souvenirs s'illuminent. Je rêve de nouveaux horizons, de paysages merveilleux, parcourir le monde, cette si belle création, voyager le cœur heureux. Ne vois-tu pas la main de Dieu? Alors en fait, mon père a décidé de me renvoyer à Madagascar parce qu'il en avait marre de mes attitudes de citadine et d'enfant trop occidentalisé.
Du coup, je suis repartie dans ce qu'on appelle le bled. Mais il ne m'a pas renvoyée dans la ville, en fait. Il m'a renvoyée vraiment dans la cambrousse, où quand je suis arrivée, j'ai pleuré parce qu'il n'y avait pas d'électricité, pas de lumière, et c'était la nuit. Et du coup, le lendemain matin, ma mère m'a réveillée à 6h pour aller chercher de l'eau. Je n'ai jamais fait ça de ma vie. Prendre des seaux et d'aller chercher de l'eau. Mes cousines se sont foutues de ma gueule parce que j'ai failli tomber à un moment donné. Il y avait un tronc d'arbre en guise de pont. Et du coup, il fallait chercher de l'eau parce que sinon, j'allais pas pouvoir me doucher ou boire. Donc moi, je trouve pas ça normal en fait. Et du coup, au retour, mes cousines ne m'ont pas attendue. Elles allaient super vite, comme si elles avaient fait ça toute leur vie. En vrai, c'est ça en fait. Du coup, j'étais toute seule, je connaissais pas trop le chemin. Et en fait, il y avait un truc qui me faisait très peur à Madagascar et qui me fait toujours très peur. Ça s'appelle des zébus. En fait, ça ressemble à des vaches, mais avec des cornes. Et du coup, il y avait un troupeau qui avançait vers moi. Et j'essayais d'avancer avec mes 2 seaux. À chaque fois, je faisais des pauses, genre, je marchais 2 pas et puis ensuite, je reposais les seaux. Et à un moment donné, je vois qu'ils avancent super vite. Du coup, je reprends mes seaux pour me dire, allez, on se dépêche. Sauf que j'ai trop cru que j'avais une force incroyable, en fait, à ce moment-là. Et je suis tombée avec mes seaux, du coup, qui sont tombés sur mes jambes. Et il y avait de la terre par terre, mais vraiment beaucoup de terre. Du coup, je suis tombée dans la boue que j'ai créée moi-même. Et après, il y a mon oncle qui arrive par magie, après une bonne dizaine de minutes où je pleure vraiment toutes les larmes de mon corps. Il arrive et il me dit « Mais qu'est-ce qui s'est passé ? Tu vois pas ce qui s'est passé ?» Voilà. J'adore voyager. Il y a toujours des moments profonds et ridicules. Une fois, je débarquais d'un bateau à New York et je portais un t-shirt avec des écritures en japonais et un homme m'a dit « Hey man, what does your shirt say? » Bon, en français, « Ça va mec, qu'est-ce que ton t-shirt dit? » Et je lui ai dit « Bah, j'aimerais le savoir. » Et il m'a dit « J'aimerais le savoir. » Oh, ça c'est profond mec. Et ça c'est voyager. Des moments profonds et ridicules en même temps. J'aime qu'en Afrique, on klaxonne en arrivant à une intersection. Bip, 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 j'arrive! J'aime qu'en Inde, même sur une autoroute de 10 voies, les vaches ont toujours la priorité. Et j'aime qu'en Australie, mon pays d'origine, dans la brousse de la région de l'Outback, si on voit une autre voiture, on salue parce que ça fait 1 heure qu'on n'a pas vu une âme vivante. On peut voyager de l'autre côté de la Terre ou même prendre une rue qu'on n'a jamais prise avant et on peut voir un autre monde qu'on n'a jamais vu. J'ai écrit ce discours dans le train entre Paris et Lyon et il y a eu un coucher du soleil magnifique par la fenêtre. Voyager peut nous pousser à avoir des pensées très profondes, de la nostalgie, de la réflexion, de la sagesse, la réalisation de ce qui est important. Comme Gustave Flaubert a dit, voyager rend modeste. Vous voyez quelle petite place vous occupez dans le monde. Mais il y a aussi des moments d'isolement très forts. Et beaucoup de gens voyagent afin de se retrouver ou d'échapper à leurs problèmes. Je peux le comprendre, mais on apporte toujours nous-mêmes et nos problèmes avec nous quand on voyage. Voyager révèle souvent une recherche profonde, un désir, une nostalgie, une envie d'épanouissement. Mais on ne sait pas ce qu'on cherche. Une expérience transcendante, une âme sœur, quelque chose qui peut remplir un vide dedans. La Bible décrit ce désir dans le livre de l'Ecclésiaste, chapitre 3, verset 11. Dieu a implanté au très fond de l'être humain le sens de l'éternité, sans toutefois que l'on puisse appréhender. Et je crois que le désir de voyager vient du sens de l'éternité qui est en chacun de nous. Comme l'apôtre Paul nous dit dans le livre des Actes des Apôtres, dans le Nouveau Testament, chapitre 17, verset 27,
il dit, par tout cela, Dieu a invité les hommes à le chercher, à le trouver peut-être, comme à tâtons, lui qui n'est pas loin de chacun de nous. Voyager peut exprimer un désir, et c'est un bon désir, la recherche d'un sens à la vie. Mais c'est en trouvant Dieu, à mon avis, notre Créateur et le Créateur de notre monde incroyable, qu'on trouve le sens de nos vies, qu'on s'épanouit. La Bible a quelques perspectives intéressantes sur le voyage. D'un côté, il est génial de voir le monde que Dieu a créé. Comme Genèse 1 nous dit à plusieurs reprises, c'était bon. Et beaucoup de la culture humaine est bonne, belle, créative et délicieuse. Le voyage peut nous aider à l'apprécier et nous donne une bonne perspective sur le monde. Mais de l'autre côté, voyager révèle un brisement dans notre monde. Dans la Bible, Adam et Ève sont virés du jardin d'Éden. Caïn est exilé. Le fils perdu dans une parabole de Jésus prend son héritage et part pour un pays éloigné. Et cette notion dans la Bible se retrouve aussi dans d'autres cultures anciennes, comme par exemple dans l'épopée grecque antique, l'Odyssée. Le voyage révèle l'importance en fait de chez soi. On voit un écho dans une citation du film Le Magicien d'Oz. Il n'y a pas d'endroit comme chez soi. There's no place like home. Mais ce monde, notre monde, est brisé. Même chez soi. Et nos foyers ne sont pas parfaits, ne sont pas des lieux sûrs, stables de paix et d'harmonie. C'est pourquoi, en fait, Dieu dit à Abraham en Genèse 12, verset 2, « Quitte ton pays, ta patrie et ta famille, et va dans le pays que je te montrerai. » Et le livre d'Hébreux dans le Nouveau Testament nous dit, chapitre 11, verset 13, que les croyants ont reconnu qu'ils étaient étrangers et voyageurs sur la terre. En réalité, ils désirent une meilleure patrie, c'est-à-dire la patrie céleste. Notre monde est brisé et nous sommes également brisés. Nous sommes déconnectés de notre Créateur, mais il existe une personne qui peut nous reconnecter avec Dieu. Jésus, le juste, il a souffert pour des injustes afin de nous conduire à Dieu. C'est pourquoi il nous dit, « Suivez-moi ». Il n'existe pas une plus grande aventure que l'aventure de rencontrer le Créateur de l'univers, qui nous pardonne, qui nous donne le vrai sens de nos vies, qui nous guérit et qui nous épanouit. Pour conclure, si on dit « voyager est bon » ou « voyager est mauvais », ce ne sont pas des conclusions auxquelles la logique, l'expérience ou même la Bible nous conduisent. Ni à moi, il semble prudent d'avoir un scepticisme sain quant aux attentes des voyages et quant aux coûts individuels et culturels. Au minimum, si nous voyageons, nous devrions le faire les yeux ouverts, non pas en tant que touristes, mais en tant que pèlerins, en recueillant de la sagesse et non des bibelots et des souvenirs. Et c'est quoi la sagesse la plus profonde qu'on peut récolter? La réalisation que peu importe où nous allons dans ce monde incroyable, peu importe combien de cultures nous voyons, avec toutes les langues différentes, les vêtements différents, les nourritures différentes et délicieuses, malgré tout cela, nous sommes tous les mêmes. Nous portons tous l'image de Dieu. Nous sommes tous brisés et nous sommes tous en recherche d'un endroit mieux qu'ici.
un endroit avec Dieu. Merci Josh pour cette réflexion biblique. Par ton accent, par ta méditation, tu nous as fait voyager avec toi en Australie. On a le privilège de l'entendre chaque semaine au J'ai bu le Lion, d'habitude, mais c'est vrai qu'il est parti pour le pays le plus dangereux du monde il y a de ça, je crois, presque un mois maintenant. Ouais, flippant l'Australie avec ses migales. Ce qui m'a marqué, moi, dans cette méditation, c'est de remarquer que notre désir de voyager vient du sens de l'éternité qui est implanté en chacun de nous et que nous sommes tous à la recherche d'un endroit mieux qu'ici, un véritable chez-soi. Carrément. Pour rester dans la profondeur du voyage, des vacances ou du sens de l'éternité, c'est fou de se dire que c'est en fait ce sens profond qui soit à l'origine de grandes citations philosophiques telles que « Alors, on n'attend pas Patrick ?» de Franck Dubosc dans Camping, ou d'autres répliques légendaires de Brice de Nice par exemple. Ouais, on parle de films, là, vraiment très cultes, mais le voyage a été la source de beaucoup de poèmes également, comme dans l'invitation au voyage de Baudelaire, chacun ses références, avec cette fameuse phrase répétée 3 fois, « Là, tout n'est qu'ordre et beauté, luxe, calme et volupté ». C'est un poème qui décrit un lieu idéal, mais imaginaire, un ailleurs lointain chargé d'exotisme, un ailleurs où le temps s'étend et où on ne le voit pas passer. Ça commence comme ça. Mon enfant, ma sœur, songe à la douceur d'aller là-bas vivre ensemble. Aimer à loisir, aimer et mourir, au pays qui te ressemble. Là, tout n'est qu'ordre et beauté, luxe, calme et volupté. Et ce poème est intéressant parce qu'il décrit quelque chose qui est imaginaire. Imaginaire comme un monde où en fait on préparait l'animation de l'émission en avance, ou même à temps. Balance pas tout. On enchaîne. Comme souvent, les poèmes ne représentent pas la réalité. Il y a un décalage entre le fantasme et le périple réel. Par exemple, Baudelaire a dû écourter son voyage et il n'a jamais été aussi loin qu'il le voulait. Alors pour beaucoup d'auteurs qui nous font rêver avec leur voyage, on se rend compte que ça ne les satisfait jamais pleinement et qu'il est difficile de trouver un endroit sur Terre où tout n'est qu'ordre et beauté. Alors pour continuer dans la beauté et la poésie, je vous propose maintenant une deuxième pause musicale.
vient d'entendre Aina à la guitare classique et Anis Brech au violon. Merci à eux pour cette interlude musicale. Il s'agissait de Vincent, une chanson du chanteur-compositeur Don McLean qui rend hommage à Vincent Van Gogh. Ouais, et d'ailleurs, les premiers mots de la chanson reprennent le titre du tableau La Nuit étoilée de ce même peintre. L'arrangement guitare a été réalisé par Chet Atkins et Muriel Anderson et ajusté, retouché par Aina Ramamonji. D'ailleurs, nos deux musiciens se connaissent depuis l'enfance puisqu'ils allaient dans la même église évangélique à Paris, Alésia. Aina est doctorant en physique et il a une chaîne YouTube où il joue de la guitare. Vous pouvez massivement aller le suivre, Aina Ramamonji. Et Anne-Lise est chargée de projet Erasmus à l'université Paris-Saclay. Voilà, nous arrivons à la fin de ce podcast sur le voyage. Et avant de clore avec notre presque rituelle citation de fin d'émission, on voulait vous mentionner John Piper, un auteur et pasteur américain qui, dans l'un de ses messages, pointe du doigt cette réalité qu'on a tous vécue ou qu'on vit peut-être en ce moment. Celle qui nous pousse à voyager, à aller de lieu en lieu, d'amitié en amitié, de série télé en série télé ou de mème en mème. En fait, celle qui explique notre désir insatiable de plus. Toutes ces choses peuvent être de pures merveilles qui égayent une partie de notre existence, mais sans jamais réussir à nous combler, puisque notre âme est en fait conçue pour tirer une profonde et pleine satisfaction en Jésus. On en trouve cette illustration dans l'Évangile de Jean, chapitre 4, lorsque Jésus croise une femme à un puits et lui affirme que l'eau de ce puits n'étanchera pas sa soif, contrairement à l'eau que lui peut offrir gratuitement à tous, une eau qui comble réellement. Et pour conclure, on peut remercier Cécile de nous avoir transmis cette citation du poète C.S. Lewis qui dit « Si l'on trouve en nous-mêmes un désir qu'aucune expérience de ce monde ne peut satisfaire, l'explication la plus probable est que nous ayons été faits pour un autre monde. » Encore du C.S. Lewis, donc forcément encore une belle citation. On vous rappelle que vous pouvez nous suivre et suivre l'actualité du comptoir sur les réseaux sociaux et principalement Instagram quand même. Ouais, et le mois prochain, on se retrouve pour un format encore plus spécial avec des trucs de ouf, vous n'êtes pas prêts. Vous aurez toutes les informations sur les réseaux sociaux, ça veut dire qu'il faut que vous nous suiviez. Ouais, enfin un peu du forcing. On vous laisse avec 2 anecdotes et on espère que vous passez un bel été. On se dit à très vite. À ciao, bon dimanche. Ciao. On n'est pas dimanche. Alors en fait je devais aller à Beyrouth et mon vol faisait escale à Belgrade en Serbie et à la base mon escale devait durer qu'1 heure. Sauf que ce que j'avais pas vu dans mes mails, c'est que la compagnie m'avait prévenu que le 2e vol était annulé et du coup qu'ils me mettaient dans le vol d'après qui était le lendemain, donc j'avais une escale qui durait pas 1 heure mais 25 heures en fait. Sauf que je l'ai appris à Charles de Gaulle, arrivé à l'aéroport. Et donc je me suis dit, bon bah ok, on verra bien, j'aviserai sur place. Et dans l'avion pour Belgrade, je discute avec le gars qui était à côté de moi, qui était un Américain d'origine serbe, qui rentrait chez lui, bref. Et il me dit, ah bah qu'est-ce que vous allez faire en Serbie et tout. Et moi je dis, bah rien, en fait c'est juste mon escale. Et je lui explique qu'en fait je vais devoir rester 1 journée, mais que c'est pas prévu, blablabla. Et du coup, il commence à avoir compassion de moi et il me dit « Ah, mais si vous voulez, je rentre chez mes parents et mes parents, ils ont une chambre en plus, ils peuvent vous héberger, etc. etc. » Et c'était très sympathique, et franchement, il avait l'air de confiance, mais quand même, ma conscience de jeune femme à l'étranger seule me disait que je devais pas accepter ce genre de proposition. Et du coup, j'ai décliné poliment. Et il m'a dit, il a quand même insisté pour m'aider. Et du coup, j'ai dit, bah ok, pour de l'aide, pour trouver un hôtel. Et donc, il décide de m'aider à trouver un hôtel. On arrive à l'aéroport. Il me présente à ses parents qui viennent le chercher. C'était rapide, oui. Et c'était un peu bizarre du coup parce qu'il me présente à ses parents plus en serbe, donc je comprends rien. Et puis il y a ses amis aussi qui venaient le chercher. En fait, ils venaient pour aller prendre un verre après, dans la soirée. Et du coup, je me retrouve dans la voiture avec ses amis et lui. Donc je me retrouve dans une voiture avec 3 Serbes de environ 35 ans, bien baraques, voilà. Et donc c'était un peu bizarre, mais ils étaient très sympas. Et ils m'emmènent dans un hôtel dans la banlieue de Belgrade. Et tout se passe bien, et voilà. Ça aurait pu se terminer ici, mais en fait, ils m'ont dit appelle-nous le lendemain matin pour savoir si tout va bien. Donc je les appelle pour dire tout va bien et tout. Et là, ils me disent ok, on arrive. Et ils sont venus. Ils sont venus, ces 3 Serbes, et même plus, il y en avait plus à la fin. On a rejoint des potes serbes. Et ils m'ont fait visiter Belgrade. Ils étaient trop sympas. Et on a même mangé au resto. Ils m'ont payé le resto et ils ont été adorables jusqu'à ce que je reprenne mon avion pour Beyrouth.
Mon frère, il est allé au Mexique, il avait payé pour rentrer en France. En fait, il est étudiant à l'INSA de Lyon, voilà. Et donc pour avoir le billet le moins cher, je crois que son record c'était 250 €, un truc comme ça, aller-retour. Donc pour le retour, il devait passer par les États-Unis. Donc aux États-Unis, il avait un backpack énorme, un truc rouge. Et le gars, il a dit à la frontière, il a dit déposez votre backpack ici. Donc il a fait le signal comme ça. Et mon frère, il a fait non, je le garde comme ça avec moi. Il fait non, déposez-le comme ça. Et là, il fait un geste comme s'il a fait un truc. Et là, il sort le truc. Il fait non, arrêtez-vous. Et là, il fait mon frère, il fait ok, quoi, qu'est-ce qui se passe. Et là, parce que le backpack, il était super rempli comme ça, tu sais, le truc un attentat, un truc comme ça. Donc ils sont arrivés, ils l'ont pris le sac à dos, ils l'ont posé sur le truc, ils l'ont analysé et tout, et après ils l'ont laissé partir. Sur le même voyage, il arrive à Londres. Et à Londres, il a voyagé avec un pote mexicain. Donc, et toujours quand il voyage avec lui, ça se passe des trucs impossibles, pas probable. Donc il prend un petit avion pour rentrer déjà à la fin entre l'Angleterre et la France. Et quand il monte dans l'avion, en fait, il était tellement fatigué parce que le vol il est très long. Donc il commence à s'endormir, donc il décolle, l'avion il décolle, Alberto est derrière pour la fenêtre, il s'endort. Il se réveille 10-15 minutes après, et là il regarde par la fenêtre, ah on est déjà arrivé. Ah ben l'aéroport ça ressemble beaucoup, est-ce que là où on est parti. Et donc son pote fait, en fait je voulais pas te réveiller, mais en fait l'avion il a pas atteint la pressurisation, et 1 heure après ils sont revenus à l'aéroport comme ça, ils sont réatterris dans le même aéroport. Et donc il fait, ah mais c'est pour ça que je me rappelais de l'aéroport en fait. Le comptoir, le podcast des GBU.